Et salut, amis bidouilleurs et bidouilleuses. Certains d'entre vous le savent, j'ai été Fab Manager pendant quelques années. Un Fab Manager, c'est quelqu'un qui anime un Fab Lab. Et un Fab Lab, c'est un atelier où il y a des machines pour fabriquer presque tout et n'importe quoi. Il y a des machines et surtout des gens qui sont là pour fabriquer, échanger, apprendre sur tout un tas de sujets comme l'électronique, la mécanique, l'impression 3D, etc. J'en ai déjà parlé dans une très vieille vidéo sur la chaîne. N'allez pas la voir, hein, c'est vieux. Mais depuis, ces espaces ont évolué. C'est donc avec le réseau français des Fab Labs, des espaces et des communautés du fer, une association qui regroupe une partie de ces lieux, que je suis parti vous montrer ce qu'on y trouve et ce qu'on y fait. Il y a actuellement plus de 200 Fab Labs en France. La plupart sont ouverts au public. Vous pouvez venir pour fabriquer des trucs, apprendre à fabriquer des trucs et partager tout ça avec d'autres. Mais tout ça, on va en reparler plus en détail, parce que chaque lieu a son propre fonctionnement. En général, c'est une association avec une communauté de membres actifs et une équipe qui anime tout ça. La taille de ces lieux est variable et le matériel aussi. La France est un des pays avec le plus de Fab Labs par habitant. Il y en a dans quasiment toutes les grandes villes. On a aussi vu se développer les Fab Labs d'entreprise et des Fab Labs universitaires. Par contre, ces espaces ne sont pas forcément ouverts au public, ça dépend de leur mode de fonctionnement. Fab Lab est un concept basé sur des idées de partage et d'ouverture. On peut donc l'adapter. Et face à un tel foisonnement de lieux différents, difficile de s'y retrouver. Alors concrètement, on trouve quoi dedans ? Commençons ce tour par un bon vieux Fab Lab associatif. C'est le type de structure qu'on trouve le plus. Technistube à Mulhouse. Les locaux font environ 240 m². Au rez-de-chaussée, on trouve une partie atelier avec de l'électroportatif, des machines et de quoi souder. Et à l'étage, une salle informatique pour apprendre les logiciels ou concevoir, ainsi que le matériel qui ne supporte pas la poussière. Au moment de ma visite, le Fab Lab est ouvert en Open Lab. Des temps où les adhérents de l'association peuvent venir utiliser les machines ou simplement échanger, aider, donner des conseils, etc. Il y en a 2 fois par semaine, le mercredi et le vendredi. L'ouverture du samedi est en cours de discussion grâce à l'arrivée du premier salarié. Ces temps d'ouverture se retrouvent dans la majorité des Fab Labs. C'est pendant les Open Labs ou temps libre que vous pouvez venir visiter, rencontrer les membres de la structure, etc. Alors je suis plasticien. Là, je suis engagé par un centre social qui est juste à 300 mètres d'ici. Du coup, j'anime les ateliers créatifs. Et la commande, là, elle a été... donc on profite aussi d'une demande d'un service de la ville. C'est un kiosque mobile. Donc remorque motorisée avec un vélo renforcé motorisé qui s'accroche derrière. Et du coup c'est tout un caisson comme des flycases de scène qui se déploie et qui permet de se poser à un endroit, de le déployer. Tout le châssis a été fabriqué ici, effectivement. Ça m'a permis notamment de découvrir le MIG. Et ça a aussi permis à des habitants du quartier, donc tout autour du Fab Lab, de pouvoir participer, de se tester eux aussi au travail du métal, du bois. Technistube est aussi connu pour organiser chaque année le Maker Fight, un tournoi de combat de robots radioguidés. Certains robots sont fabriqués au Fab Lab, mais les participants viennent de toute la France. En 2019, il y a eu 22 robots, 22 exposants qui sont venus pendant l'événement, et 2100 visiteurs sur une journée. Alors ce qui est cool, c'est que l'événement est orienté divertissement. Les règles sont simples pour que la construction des robots soit possible pour n'importe qui. Il faut juste vouloir défoncer son adversaire dans un esprit bon enfant, bien entendu. Un événement de qualité, mais aussi l'occasion de faire découvrir l'électronique, la mécanique ou la robotique à des débutants. Par exemple, le Fab Lab fait des cours de découverte de différents métiers à des décrocheurs scolaires, en fabriquant des robots. Oui, c'est pour ça que les soudures sont faites par des débutants, on est là pour apprendre. Voici le projet CubeLab qui a pour but de permettre aux personnes qui désirent apprendre la programmation de leur fournir un ensemble de matériel adapté à la découverte de la programmation. Si on a besoin de se déplacer, on l'emmène avec soi. L'avantage d'un Fab Lab, c'est qu'on peut trouver toutes les compétences qui permettent de réaliser un projet. Il y en a qui m'ont aidé pour la partie électronique, il y en a qui m'ont aidé pour les parties de conception, d'impression 3D. Il y a également certaines personnes au Fab Lab qui apprennent la programmation. Donc pour voir comment eux les utiliseraient, ça me donne des pistes pour voir comment je peux m'améliorer pour avoir quelque chose qui leur conviendra. Initialement, c'était uniquement pour moi. Après, je m'aperçois qu'il y a plusieurs personnes qui pourraient être intéressées. Donc une commercialisation est envisagée, mais bon, ça sera pour plus tard. En parlant de réalisation, il faut que je vous parle de l'outre à cri. Hi, I'm Kelly. C'est une outre dans laquelle on peut crier si on est énervé ou qu'on a besoin de décompresser. L'outre enregistre le cri et on peut la vider en relâchant le cri enregistré à l'extérieur.
C'est une idée qui a été réalisée par une étudiante début des années 2000 dans le premier Fab Lab. Le concept de Fab Lab vient à la base de Neil Gershenfield, directeur du Center of Bit and Atom au MIT à Boston. Le laboratoire interdisciplinaire se décrit comme, je cite, une initiative explorant le lien entre la science informatique et la science physique. L'idée est en gros d'explorer la limite entre la matière et l'information. Le concept de Fab Lab vient à la base d'une expérience dans le cadre de cette exploration. Neil propose à ses étudiants un espace avec des machines de fabrication numérique. Mais le problème, c'est que apprendre à utiliser toutes ces machines à tous les étudiants individuellement est beaucoup trop long. Il crée alors un cours qui nomme comment fabriquer presque tout et n'importe quoi. Il est ouvert à tous les étudiants qui peuvent réaliser n'importe quel projet. Les machines sont accessibles et l'entraide est favorisée pour faire circuler les connaissances. Beaucoup d'étudiants viennent et des objets plus ou moins insolites émergent, dont la fameuse outre à cri. Il apparaît que laisser un espace de fabrication ouvert à des étudiants qui n'ont pas forcément de bagages techniques donne lieu à un foisonnement d'idées variées. Ce que Neil appelle des objets réalisés pour des marchés de une personne. Des machines autoréplicantes, une robe qui défend l'espace personnel d'une personne, etc. Le succès est au rendez-vous, le mot Fab Lab est inventé, dérivé de Fabrication Laboratory, qui veut simplement dire laboratoire de fabrication. Grâce à Internet, l'information peut voyager beaucoup plus facilement que la matière, et surtout sa duplication ne coûte quasiment rien, et se fait sans altération grâce au numérique. Ainsi, pourquoi ne pas partager des plans sur Internet et fabriquer les objets localement, avec des machines numériques qui sont capables de reproduire à l'identique les parties d'un objet. À l'origine, les Fab Labs ont été pensés comme des passerelles entre le monde virtuel et le monde réel. Des espaces d'expérimentation, au début très difficiles à utiliser, comme les premiers ordinateurs, puis de plus en plus simples et intuitifs au fur et à mesure de leur développement. Comme l'information s'est transformée au contact de la contre-culture aux États-Unis dans les années 70, les Fab Labs proposent une autre manière d'utiliser les outils de fabrication numérique avec 3 mots d'ordre. Apprendre, fabriquer, partager. Pour au final parvenir au moyen de manipuler la matière comme on manipule aujourd'hui l'information. Bon, ça s'est pas passé exactement comme ça. À la base, chaque Fab Lab devait avoir les mêmes machines pour qu'un objet réalisé dans le Fab Lab A soit aussi réalisable dans le Fab Lab B à l'autre bout du monde. Mais bon, ça c'est la théorie, parce qu'en pratique ça demande d'avoir le budget et la place. Surtout que le concept de Fab Lab, qui cherche à expérimenter la fabrication distribuée, est arrivé au moment où le mouvement maker, ou bricoleur 2.0, était en plein développement, avec la démocratisation de l'électronique, l'impression 3D grand public et l'automatisation. Quand les premiers Fab Labs se sont montés un petit peu partout dans le monde par des gens qui venaient du MIT, forcément ce genre de lieu insolite a fait parler, ce qui a inspiré des makers qui se sont regroupés pour monter des Fab Labs alors qu'ils n'étaient pas forcément en lien avec le MIT à la base. En 2009, le concept sort du laboratoire pour devenir autonome avec la création de la Fab Foundation, une entité chargée de regrouper et de représenter les Fab Labs à l'international. Donc le concept sort totalement du laboratoire du MIT qui n'a plus rien à voir à partir de ce moment-là. Oui, je dis ça parce que on rattache toujours encore le concept de Fab Lab au MIT, alors que maintenant, le MIT, ils sont partis sur d'autres choses. Depuis 2009, il y a 2000 Fab Labs dans le monde, regroupés par réseau d'intérêt ou par réseau national, comme le réseau français des Fab Labs, par exemple. La diffusion du concept dans de nombreux pays et cultures a modifié l'idée de départ. Les Fab Labs sont devenus des lieux d'échange, d'éducation et de sociabilité. Aux machines numériques se sont rajoutés des outils conventionnels et manuels, comme de quoi travailler du bois ou le cuir. En fait, depuis le tout premier Fab Lab hors MIT, qui s'est monté en Inde, on a vu se rajouter une composante sociale. Alors, par social, j'entends éducation populaire, vulgarisation scientifique, se rapprocher de l'économie sociale et solidaire, ou tout simplement bosser avec un collège pour tirer des microfusées en partie imprimées en 3D. Oui, c'est un atelier que j'ai animé quand j'étais au Fab Lab de Château-Thierry. Chaque lab a ses particularités, mais on trouve quand même un ensemble de machines numériques de base dans quasiment tous les lieux. Une machine numérique, c'est une machine qui crée en étant pilotée par un ordinateur. Les instructions pour la fabrication sont alors sous la forme d'un fichier, et c'est avec lui qu'on passe dans le monde immatériel de l'information. On peut le partager sur Internet et le réutiliser sur une machine similaire. Alors en général, le partager ne suffit pas, il faut aussi documenter ce partage, c'est-à-dire expliquer comment on monte l'objet, quels réglages il faut faire pour la machine, etc. Parce que si vous partagez juste un fichier comme ça, il y a de fortes chances pour que on sache pas quoi en faire en fait. La découpeuse laser par exemple est une des machines emblématiques des Fab Labs. Elle est facile d'utilisation, elle permet de découper du bois, certains types de plastique, du carton, du papier, du tissu, du cuir, et d'ailleurs c'est via les Fab Labs que cette machine s'est faite connaître du grand public. Vu que ce sont des machines qui sont très chères, elles étaient réservées qu'à des professionnels. On reconnaît les objets fabriqués à la découpeuse laser grâce aux bords brûlés, notamment sur le bois. C'est une boîte que j'ai fabriquée, et à l'intérieur, j'ai une paire de lunettes en aluminium, entièrement usinées dans un bloc d'aluminium plein, et ça c'est ce que j'avais fait quand j'avais appris à utiliser la fraiseuse numérique. Mais j'ai cassé une branche, il faudra que je répare. La découpeuse vinyle.
Elle peut découper des gros morceaux de vinyle autocollant pour faire de la déco. La fraiseuse numérique. Alors on en trouve de différentes tailles. En général, on peut travailler du bois et des métaux tendres. Elle travaille un bloc de matière plein et enlève de la matière pour obtenir la forme finale. La fraiseuse numérique, c'est un petit peu le boss final des Fab Labs. Quand on sait maîtriser ce genre de machine, on sait maîtriser toutes les autres. Et bien évidemment, les imprimantes 3D. Alors il y en a de toutes sortes, ça va de la machine grand public aux professionnels capables d'imprimer des gros volumes ou alors avec une très grande précision. La brodeuse numérique, pour faire des cadeaux, c'est absolument parfait. On retrouve aussi de l'électronique, avec fer à souder, éventuellement de quoi créer des circuits sur plaques de cuivre. On a aussi des outils, c'est des outils quoi. Et certains Fab Labs ont leur spécialité. Menuiserie pour l'un, travail du métal pour l'autre, etc. Alors, dans un Fab Lab, le lieu reflète ce qui s'y passe. Non, mais c'est pas à ça que je pensais en fait. On fait des choses sérieuses, même si elle est particulièrement bien foutue. Il faut juste revoir un petit peu les dosages. Ah, là déjà c'est mieux. Donc je disais, l'endroit idéal pour montrer ça, c'est le Fab Lab du Carrefour numérique, à la Cité des Sciences et de l'Industrie, à la Villette. Situé au sous-sol et accessible gratuitement, vous n'avez pas besoin de prendre un ticket pour la Cité des Sciences et de l'Industrie, ce Fab Lab voit passer plus de 20 000 personnes par an. Bon, sauf au moment du tournage, parce que pandémie, mesures sanitaires, tout ça. Dans ce Fab Lab, on est ouvert au public, mais on travaille aussi avec des artistes pendant des résidences, où ils peuvent utiliser le matériel du lieu pour réaliser des installations. Certaines d'entre elles sont exposées devant la vitrine. Je suis Thierry Dassé, je suis coordinateur de la conception et de la fabrication numérique au Fab Lab de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Arthur Baud est un maker, designer, éleveur de robots, qui ici a fabriqué une œuvre qui s'inspire du zootrope, les premiers éléments pour faire du cinéma. Dans son chlorotrope, il utilise des lumières laser pour éclairer de la brume et ainsi voir des volutes. Voilà, toute l'œuvre a été réalisée à la méthode Fab Lab avec de l'impression 3D, des coupes laser. Et on l'a invité en tant qu'artiste qui a fabriqué une œuvre qui mélange à la fois des concepts artistiques et également de l'électronique, bidouille et programmation Arduino. Mais le grand public peut aussi venir utiliser le Fab Lab. Et ce qui est génial dans ce Fab Lab, c'est que vous passez une habilitation gratuite pour savoir utiliser les machines, puis c'est bon, vous pouvez venir gratuitement l'après-midi. Simplement, il faut utiliser raisonnablement le matériel. Si vous débarquez avec 45 plaques à découper et que ça prend toute la journée, on vous dira de réserver un créneau payant. La contrepartie demandée à cet accès gratuit est de documenter les plans que vous faites en open source. Car oui, le partage est important dans un Fab Lab. Ça peut être documenter son projet, c'est-à-dire mettre à disposition les plans et expliquer votre idée, mais on peut aussi participer à la vie du Fab Lab, aider les autres, proposer un mini-cours sur une machine, répondre présent pour ranger l'espèce d'hydre informe et envahissante qu'est le bac à chute de bois, bref, contribuer d'une manière ou d'une autre. J'ai réussi de le faire du premier coup. La documentation est un des points qui fait débat depuis des années dans les Fab Labs. Comment correctement documenter ou documenter. À défaut d'avoir trouvé la solution idéale, ils ont tous leur propre philosophie. Mais il est toujours appréciable de voir qu'une personne renvoie la balle après avoir pu profiter du lieu. On trouve sur le site les projets documentés pour avoir une idée de ce qui se fait. J'ai mis des liens dans la description. Alors, comment ça fonctionne concrètement? Le temps d'un Fab Lab est généralement coupé en 3. Des temps ouverts au public, où on peut venir utiliser les machines, des temps de prestation, où on peut réserver les machines, ou alors l'équipe du Fab Lab qui réalise quelque chose pour un client, et des temps de cours pour apprendre à utiliser les machines ou pour faire des ateliers. Cette organisation est le résultat d'un équilibre entre la nécessité de financer les lieux, participer à la vie locale et avoir du temps ouvert au public. Dans un monde idéal, le Fab Lab serait tout le temps ouvert au public, mais ça, c'est souvent pas possible, à cause d'un truc qui s'appelle l'argent. Il y a certes les aides publiques, sous la forme de subventions, ou le fait de prêter un lieu, par exemple. Mais vivre uniquement de subventions en 2021, on va dire qu'il y en a qui ont essayé. On pense à vous, tous les jours. Bien sûr, certains Fab Labs sont gérés par des bénévoles, mais très vite, il est nécessaire d'avoir quelques salariés, les fameux Fab Lab managers ou Fab managers. Alors attention, ces derniers et dernières sont là pour aider, mais pas pour faire à la place. Car en effet, le principe de base est de faire soi-même. Sinon, certains Fab Labs proposent des services de prestation en dehors des ouvertures au public. Et les Fab Managers s'occupent aussi de l'entretien des machines, animent des ateliers, etc. C'est un peu des hommes et des femmes à tout faire. Pour épauler l'équipe salariée, on retrouve aussi les membres actifs. Les bénévoles qui ouvrent le Fab Lab, proposent des animations, organisent des événements, etc. Et enfin, on trouve les usagers, qui viennent plus ou moins régulièrement. En fonction de la configuration, l'utilisation des lieux et le prix peut varier. En général, il y a un abonnement à l'année, l'accès aux machines est ensuite payant au temps ou gratuit pendant les temps libres. Les matériaux sont vendus sur place, mais on peut aussi venir avec son propre matériel si besoin.
Donc là, ce que je vous donne, c'est le principe de fonctionnement de la plupart des Fab Labs. Mais il peut y avoir des variations. Le mieux, c'est de venir visiter le Fab Lab, si vous êtes intéressé. En général, pendant les temps d'ouverture au public, c'est le meilleur moyen de se faire une idée et de savoir comment ça fonctionne concrètement. Si vous voulez savoir s'il y a un Fab Lab à proximité de chez vous, je vous ai mis une carte en lien dans la description et en commentaire épinglé. Et il y a un endroit où la densité des Fab Labs est particulièrement élevée, c'est à Rennes. Commençons par le Fab Lab historique, situé dans l'école des Beaux-Arts. Il est installé dans 2 pièces. Le box, avec les découpeuses laser, et une pièce avec Théo, le Fab Manager, et des imprimantes 3D. La particularité de ce Fab Lab, c'est que si vous avez un projet que Théo juge intéressant, il est possible d'utiliser le matériel de l'école et... Oh, mais regardez-moi cet atelier métal, on dirait qu'il est sorti d'un conte de fées pour bidouilleurs. Les vieux outils, l'enclume posée dans un coin et cette forge à l'ancienne, c'est l'équivalent d'un chaton qui ronronne sur un coussin au coin du feu. Pardon, je me suis un petit peu emballé, mais on voit pas tous les jours des ateliers aussi mignons et aussi dans leur jus. En plus de l'atelier métal, on a l'espace pour faire du moulage. Atelier menuiserie qui lui aussi est bien cool. On trouve même de la sérigraphie. Bref, si vous avez un projet qui correspond à l'esprit du Fab Lab, que le Fab Manager trouve intéressant, il est possible d'avoir accès, en plus des découpeuses laser et des imprimantes 3D, au matériel de l'école. En général, les Fab Labs ne sont pas repliés sur eux-mêmes. À Rennes, c'est particulièrement visible, car depuis le Fab Lab de l'école des Beaux-Arts, s'est créé un véritable réseau qui comporte aussi bien des Fab Labs, mais d'autres types de structures. Et ils ont appelé ce réseau les Lab Fab. Ça me rend pas service pour la clarté de la vidéo, ce nom. Donc, un Lab Fab n'est pas forcément un Fab Lab. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, en fait. Par exemple, le Mobilab. Cet espace, qui peut être aussi mobile, d'où le nom Mobilab, est ouvert et géré par les gens du quartier de Blonne à Rennes. On met à profit une découpeuse laser pour organiser des ateliers et animations. Sarah s'occupe de l'espace. Le Mobilab, du coup, c'est un Lab Fab qui a ouvert en septembre. Il y a une partie fixe ici, où on a tout ce qui est tout le matériel, et une partie mobile avec le vélo cargo, qui permet de charger une bonne partie du matériel et de pouvoir aller animer en extérieur. Je dépends de la Maison des Squares, qui est l'association qui porte le Mobilab. Alors là, on vient de se faire un projet fabrication de sténopées, 3 mercredis de suite. Système modulaire qu'on a trouvé sur Internet et qu'on a un peu amélioré. Tout l'intérêt d'être dans un Lab Fab, c'est que dès qu'il y a un truc où on se dit tiens, là ça pourrait être fait mieux, et ben en fait on redécoupe les pièces, on recommence et voilà, donc on est arrivé à un truc à peu près optimal. Et donc le principe du sténopé, on va venir mettre notre papier photo au fond là, on referme. On a un système de guillotine ici. Là pour le moment la lumière ne peut pas passer. Si j'ouvre là, la lumière peut passer. Et on part sur de la photo noir et blanc, et après on peut développer avec les chimies qui veut bien. C'est un projet qui nous a pas mal fait rire, dans le sens où on utilise des choses hyper modernes pour fabriquer l'appareil le plus old school qui existe. On a eu tout le long de l'atelier 3 petites filles qui habitent autour, des habitants qui sont dans le quartier aussi. Et voilà, c'est plutôt l'idée, c'est quand même de faire des choses pour les habitants d'ici, quoi. Le Mobilab est un exemple de lieu orienté lien social qui utilise notamment la fabrication numérique pour animer des ateliers. Pas un Fab Lab au sens où n'importe qui peut venir pour fabriquer n'importe quoi, mais on est dans l'esprit et il y a des liens qui sont faits avec les Fab Labs dans la ville. En France, beaucoup de Fab Labs ont une composante de médiation numérique, création de liens sociaux et d'éducation. Le Fab Lab de la Maison des Associations, un autre Lab Fab à Rennes, est un petit espace avec une découpeuse laser, de l'électronique et de quoi imprimer en 3D. On peut trouver par exemple cette caisse à savon transformée en petite carte électrique. Et au moment de ma visite, des étudiants étaient venus pour utiliser la découpeuse laser pour leur projet. À mi-chemin entre le Fab Lab et l'espace de médiation numérique, c'est pas ici que vous allez construire des gros projets avec de l'usinage, de la soudure et une masse de matériel électronique. En revanche, ce type de Fab Lab se trouve dans une maison des associations, une MJC, une école, et peut servir de porte d'accès au monde de la conception, de la fabrication numérique, pour un public qui ne se serait pas spontanément déplacé dans l'atelier bourré de matos en zone industrielle. Cette partie sociale, avec des guillemets, peut être plus ou moins importante en fonction des Fab Labs. Et je pense que c'est important que ça existe. C'est un des rares moyens accessibles au grand public pour découvrir des domaines techniques. Toujours du côté de Rennes, l'espace professionnel est comme un établi. Un nouveau lieu qui a rejoint le réseau des Lab Fab récemment. Et disons-le tout de suite, ça vend du rêve. Un atelier métal très bien équipé, un atelier de menuiserie, et beaucoup de place. Alors, on va se calmer un tout petit peu, parce qu'il faut être professionnel pour pouvoir utiliser les grosses machines. Oui, je sais, mais c'est pour protéger juridiquement la structure.
Ils sont quand même ouverts aux particuliers une fois par semaine pour l'utilisation des établis et de l'électroportatif. Et ça peut être utile pour ceux qui n'ont pas d'atelier ou qui n'ont pas la place pour faire ça. Il y a aussi des formations pour apprendre des choses comme le travail du cuir ou du bois. On a vu les Fab Labs classiques, les Fab Labs plutôt lien social et médiation numérique, les Fab Labs plus pro et artisanat, même si comme un établi ne se revendique pas comme un Fab Lab, mais un Fab Lab orienté professionnel ressemble à ça. On est dans le même esprit avec des machines numériques en plus. C'est juste que j'en avais pas directement sous la main. Il nous reste cependant les Fab Labs dans les universités. Aux États-Unis, les Fab Labs sont beaucoup liés au monde universitaire. On en retrouve aussi en France, comme celui de l'université de Rennes. Bonjour, je suis Tony Van Poek, Fab Manager de l'EduLab, le Fab Lab de l'université Rennes 2. Je vais présenter un abreuvoir connecté. C'est un projet qu'on mène en ce moment avec des Masters Géo en collaboration avec la maison de quartier de La Touche, qui est vraiment à quelques pas d'ici. Le principe du Fab Lab, c'est pas nécessairement d'être que replié sur la fac, mais aussi de pouvoir tisser des collaborations. Et la maison de quartier a commencé à s'intéresser à ce projet, et nous on est venus avec quelques étudiants pour proposer d'avancer ça et poser quelques cabanes voilà, dans le campus pour pouvoir faire des relevés. Alors l'abreuvoir que vous voyez là fonctionne avec une petite caméra au fond qui va prendre des photos dès qu'il y a un oiseau qui passe. Il y a une photo qui est prise et qui est stockée sur la carte SD de la Raspberry Pi. Alors ça prend une photo, ça ne l'envoie pas en ligne, ça l'envoie directement dans la carte SD et après il faut faire le relevé manuellement, un peu comme le capteur CO2 ici. Terminons ce tour rennais par le Fab Lab de la recyclerie, l'atelier commun. Ce Fab Lab a une particularité, c'est qu'il est spécialisé dans le recyclage de plastique. Je suis Quentin, coordinateur de l'atelier commun. Donc l'atelier commun, c'est un atelier associatif dédié à l'écologie et au réemploi, qui est en partenariat avec une ressourcerie. C'est deux associations qui sont dans les mêmes locaux. Donc il y a d'un côté l'atelier, pas vraiment de barrière, mais juste à côté de nous, il y a la ressourcerie avec tous les objets, les matériaux de seconde main. On a fabriqué les machines donc, du projet Precious Plastic. Il y en a partout dans le monde. C'est des projets qui sont libres de droit sur Internet, qui ont été créés par un designer hollandais. Nous, on a fabriqué ces machines il y a 4 ans au moins maintenant en partenariat avec un lycée pro sur Rennes. Et donc ces machines, nous, on les utilise surtout avec les déchets ultimes de la ressourcerie parce que les emballages, on les met dans la poubelle jaune. Alors ils sont pas tous recyclés, mais on peut imaginer qu'il y a des filières qui soient en train de se mettre en place. Puis ça fait plein de plastique hétérogène, alors qu'avec les déchets de la ressourcerie, ça peut être par exemple une table de jardin qui a été amenée ici parce que une table de jardin aujourd'hui, si on la met à la poubelle ou en déchetterie, elle va soit à l'incinérable, soit à l'enfouissement. À chaque fois, on va identifier les plastiques, on va les broyer avec une broyeuse de Precious Plastic, la première des machines du projet Precious Plastic. On va obtenir des copeaux et ensuite on va les faire fondre avec l'extrudeuse qui est ici. Ils vont venir chauffer le plastique tout au long de la vis. Le plastique, il va avancer dans la vis. Il va sortir ici un peu visqueux, à autour de 250 degrés. Et on va le pousser dans un moule. Et au bout d'un moment, on va arrêter l'extrusion quand on décide d'avoir la bonne longueur de barre. On va ouvrir le moule et on va pouvoir directement démouler la barre. Ce plan-là, en fait, c'est un tuto aussi qui existe avec la communauté Precious Plastic. Donc, on s'est inspiré d'un projet existant qui était bien documenté sur le site preciouplastic.com. On va plutôt essayer d'expérimenter, de trouver des process, et ensuite, on va plutôt que ça serve d'inspiration pour soit des particuliers qui vont venir sur les Open Labs, donc ils se diront tiens, maintenant que on sait faire une barre à l'atelier commun, peut-être que je vais me faire une petite table basse ou un petit meuble. Ça peut être aussi des professionnels, des assos, des artistes qui vont venir ici et utiliser nos machines pour leurs besoins. Expérimentations qui permettent d'apprendre à identifier et recycler les bons matériaux et aussi de sensibiliser aux avantages et inconvénients du plastique. Comme on a pu le voir, le réseau des Lab Fab rassemble des lieux très variés, ce qui permet de mettre en relation des gens pour s'entraider, et notamment des gens qui ne sont pas forcément dans les mêmes milieux et qui n'ont pas forcément les mêmes compétences. Je vous ai pas montré tous les Lab Fab, il y en a aussi en dehors de Rennes, dans les communes aux alentours, mais on a déjà un bon échantillon là. Donc, comme on peut le voir, les Fab Labs ne sont pas tous identiques, loin de là. Si on retrouve des points communs, il y a beaucoup de démarches différentes. Certains veulent plus s'axer sur l'innovation et l'aide aux professionnels, d'autres sont des associations de passionnés ou encore cherchent à créer du lien social. On a des Fab Labs dans des universités, des écoles d'art, des maisons de quartier ou des hangars. Les premiers Fab Labs sont arrivés en France début 2010, avec Artilect à Toulouse, la Casemate à Grenoble ou le Carrefour numérique à Paris. Cette première vague fait parler d'elle et inspire une seconde, qui fait exploser le nombre de Fab Labs en France. Les Fab Labs d'Occitanie, les Fab Labs bretons, etc. Et pour réussir à vivre, beaucoup de modèles économiques et d'idées ont été testés. D'autres lieux similaires, qui ne se revendiquent pas forcément comme Fab Lab, ont aussi émergé. Le fait que tout le monde essaie de viabiliser son espace dans son coin pousse la création du réseau français des Fab Labs en 2015. Ce réseau regroupe des Fab Labs et d'autres espaces et communautés du fer au niveau national. Parce que, comme on l'a vu,
Il n'y a pas que les Fab Labs, il commence à y avoir aussi plein d'autres structures différentes. L'association est ouverte à tous, usagers de lieux comme salariés, ou gérants de Fab Labs, ou plus généralement ce qu'on peut appeler les espaces du faire. Globalement, l'association est un outil pour favoriser les échanges entre les structures, un lien entre Fab Lab / espace du faire. Il y a des espaces de discussion, des groupes de travail, un conseil scientifique qui a écrit le livre blanc Panorama des Fab Labs en France. D'ailleurs, si vous voulez connaître plus en détail les Fab Labs français, ce livre regorge d'informations précises sur la sociologie des publics, les activités, les modèles économiques, etc. Une source précieuse, je vous conseille la lecture, c'est dispo gratuitement en PDF. L'association propose aussi des conseils pour accompagner les lieux, et plus globalement l'idée de mutualiser les moyens pour faire des actions au bénéfice des Fab Labs et communautés du faire. Bien sûr, je vous mets tous les liens de l'association en description, n'hésitez pas à y faire un tour, surtout si vous voulez monter ou si vous vous impliquez dans un lieu. Un événement spécial entre tous ces lieux au sein du réseau est créé, l'Octobermake. Oui, j'en suis fier parce que j'ai participé à trouver le nom. C'est un mix entre Oktoberfest et Maker. Non, mais on bosse dur pendant ces moments-là, il faut pas croire. C'est une sorte de séminaire entre Fab Labs qui regroupe les Fab Managers et plus largement les équipes qui gèrent les Fab Labs. Et c'est grâce au réseau français des Fab Labs et au mécénat de la Maïf que j'ai pu faire cette vidéo en me déplaçant dans 3 villes différentes. Je remercie d'ailleurs tous ceux et celles qui m'ont accueilli pendant ce périple et qui m'ont fait visiter les lieux. C'était très sympathique et on a passé un bon moment. Si vous voulez savoir quel est le Fab Lab le plus près de chez vous, j'ai mis un lien dans la description. N'hésitez pas à les appeler pour connaître les horaires d'ouverture et à venir visiter. Et qui sait, peut-être qu'un jour on se croisera dans un de ces lieux. Allez, salut, amis bidouilleurs et bidouilleuses. Merci au mécénat de la Maïf qui a aidé le réseau français des Fab Labs à financer cette vidéo. C'est aussi la première assurance qui a bien voulu assurer ce type de lieu. C'était pas évident au début avec les machines, l'accueil du public et le fait que personne connaissait les Fab Labs à l'époque. Je remercie toute l'équipe du RFF Lab, en particulier Antoine, Simon et Constance et toute l'équipe communication. Je remercie Léo et Stéphane pour leur accueil au Fab Lab de Technistube et à Mulhouse. Je remercie Romain pour m'avoir hébergé et accueilli sur Rennes et surtout de m'avoir fait découvrir les galettes saucisses. Et enfin Michele et Thierry pour m'avoir accueilli au Fab Lab du Carrefour numérique. Il y aura un live sur ma chaîne Twitch le lendemain de la sortie de cette vidéo pour débriefer cette vidéo et aussi si vous voulez poser vos questions. Je sais pas encore, mais je pense que je vais essayer d'inviter quelqu'un qui bosse dans un Fab Lab, comme ça au moins on pourra avoir un peu une discussion là-dessus. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si ça vous a plu et je vous dis salut!